money a long way, but girl, because I gotta find my way, the Lord. Ce matin, nous parlons du programme Yali. Et puis, en plateau, justement, pour débattre de ce programme, Victorine Sarr, qui a elle-même eu l'occasion justement de bénéficier de ce programme, notamment le Mandela Washington Fellowship. Je t'aide à l'une, comme ça t'es pas obligé de redire ça. Et puis Laurent Louboulou qui a juste à vos côtés, attaché culturel à l'ambassade des États-Unis. Merci pour la subtilité. Je n'oublierai pas. Tu peux t'arrêter à Yali. Non, j'y allais tout simplement. Voilà. Je ne me complique pas la vie aussi. Il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut être très simple. La tradition a déjà été faite. La vie est simple. Je vais dire Pourquoi Yali. la compliquer? Donc, voilà, on est là pour parler du programme Yali. Tout à fait. Donc, avec voilà, la présence donc, de Victorine Sarr, donc l'une des bénéficiaires de ce programme et qui a même eu à mentorer, on va dire, marrainer. Voilà, certains autres bénéficiaires africains et aussi M. Louboulou, Laurent donc, qui représente ici donc l'ambassade des États-Unis, les États-Unis donc qui sont à la base de ce programme, qui porte l'empreinte, la signature donc du premier président afro-américain, on va le dire, hein, Barack Obama, donc le programme Yali. Alors quand il annonçait, de l'annonce à aujourd'hui, ça fait quand même plus de 10 ans. Alors est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait ce programme et une telle longévité? Parce qu'on en a vu des programmes, mais qui ont fait vraiment long feu. Mais avec vous, on sent que vraiment la régularité elle est assurée. C'est aujourd'hui voilà, une affaire portée par les plus hautes institutions américaines. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En fait, Yali, Mandela, Washington, c'est une histoire d'amour, en fait, une histoire d'une amitié qui dure plusieurs décennies, une histoire d'amitié entre le peuple américain et le peuple du Sénégal. Une amitié qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et une amitié, comme une plante, ça se plante, ça s'arrose et ça se célèbre. Et donc, le Yali, c'est une célébration, justement, de cette amitié sénégalo-américaine. Alors, pour la petite histoire, donc, Yali commence, au fait, tout à fait de manière décontractée, dans l'intimité de la Maison-Blanche, parce qu'en 2010, Barack Obama fête ses 49 ans d'âge. Alors, il se dit, mais comment célébrer mon anniversaire? Parce qu'en même temps, en 2010, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne célèbrent leur 50e anniversaire d'accession aux indépendances. Alors, comment célébrer tout ça? Faut-il inviter des chefs d'État? Barack Obama et Michelle Obama se disent, non mais on va les inviter, on va inviter des jeunes qui, eux, symbolisent et représentent justement cette Afrique moderne tournée vers l'avenir. Donc, le Yali, c'est vraiment une main tendue du président Barack Obama à ses frères et ses sœurs d'Afrique. Et c'est une histoire d'amour qui ne s'est pas arrêtée après 12 ans. Donc, pour répondre à la question, ce n'est pas une surprise parce que des deux côtés, du côté du peuple américain, mais aussi du côté des jeunes d'Afrique, comme Victorine Sarr que nous avons ici, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Et tout était au rendez-vous pour que ce programme reste pour l'éternité. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu comme un froid? Parce qu'on sait qu'après Barack Obama, il y a eu Donald Trump, quand on prend les accords de Paris, par exemple, il est sorti. Il y a eu quand même comme un froid entre les relations entre les États-Unis et l'Afrique durant une certaine période. Est-ce que ça a impacté ce programme Yali ou pas? Je dirais un tout petit peu, un tout petit peu. Chaque président américain qui débarque à la Maison-Blanche a sa vision. Mais ce qui est important dans notre gouvernement, c'est qu'il y a une continuité. Il y a des institutions qui continuent. Et le Yali a effectivement survécu à toutes les turbulences que notre pays a pu connaître. Mais donc voilà, en bref. Et donc voilà. cette régularité un peu reflète ce que disait Barack Obama lors de son fameux discours du Caire, si je ne me trompe pas. L'Afrique a plus besoin d'institutions fortes que d'hommes forts. Donc, malgré ce changement de régime, de vision politique et autres, voilà, le programme a été maintenu. C'est ça. Voilà. Alors, Victorine, vous faites partie donc de ces jeunes Africains qui ont été en tout cas choisis dans le cadre de ce programme. À votre retour même, on vous a confié la lourde charge même de marrainer certains d'entre eux, d'être la coordonnatrice en tout cas de pas mal de pôles. Alors, comment vous avez été mise au courant donc déjà de ce programme-là? Comment vous avez postulé? Et puis, est-ce qu'il vous a permis vitalement de recevoir, en tout cas de récolter une plus-value dans le cadre de vos activités? Effectivement. Donc, je vais commencer par le début. Donc, moi, j'ai fait la cohorte de 2015. Et donc, la première cohorte a commencé au Sénégal en 2014. Donc, j'ai vu des amis à moi qui ont participé à ce programme en 2014, qui m'ont inspiré. Je vais parler de Sobel, qui a fait 2014 et qui m'a vraiment encouragé à postuler.
il est revenu changer. Et à chaque fois, il parlait du programme et il n'arrêtait pas d'en parler. Je dis, OK, d'accord, donc peut-être qu'il faut que je tente ma chance. Donc, il m'a beaucoup aidé dans tout le process. Et donc, on a postulé, c'est toujours en ligne d'ailleurs. C'est toujours en ligne. C'est toujours en ligne, une application qui prend du temps. Moi, ça m'a pris peut-être 1 mois pour tout remplir. Je pense qu'il faut... Ça prend 6 weeks. Oui, parce que 8 weeks. ouais, pour le moment, nous sommes en plein dans la réception des candidatures. Voilà. Donc ça va du 16 août au 13 septembre de cette année. Voilà. Donc 1 mois où je remplissais chaque jour avec des idées parce que ça demande, c'est des gros essais, ça prend du temps pour réfléchir sur son parcours. Donc je pense que c'est quand même un exercice intéressant. Donc je l'ai fait, j'ai réussi puisque j'ai été sélectionnée à la longue. Et donc après, moi, ce programme, il m'a tellement apporté au niveau personnel et professionnel puisque quand je partais dans le programme, j'avais le projet de démarrer une entreprise. Et donc je suis partie dans ce programme avec cette idée. Donc je démarre une entreprise. Moi, déjà à ce stade, j'étais chez L'Oréal, donc je n'ai fait que des entreprises internationales jusqu'à ce niveau, donc je ne me voyais pas du tout entrepreneur. Donc pour moi, c'était un nouveau départ. Je repartais pour apprendre quelque chose de nouveau que je n'ai pas appris à l'école. C'était un tout nouveau départ, une reconversion. Donc j'ai fait business and entrepreneurship puisqu'il y a trois volets dans ce programme. Donc civic leadership, public leadership et business and entrepreneurship. Moi, j'ai fait business and entrepreneurship. Parce que bon, il faut savoir que j'ai déjà un master en management. Donc pour moi, c'était une autre formation, mais dans l'entrepreneuriat très très spécifique, entrepreneuriat. Et d'une autre culture, hein, parce que L'Oréal est de culture un peu francophone, on va dire française. Mais avant L'Oréal, j'étais chez Apple. Apple, c'est vrai. Donc, voilà. Ça n'a pas été un si grand changement pour vous. C'est ça. Non, voilà. C'est ça. Ok, Rama? Peut-être une question à Laurent. C'est quoi la différence entre les YALI et les IVLP? On sait que pour les YALI, c'est porté par la Maison-Blanche, mais pour les IVLP, c'est porté par le département d'État. Quelle est la jonction qu'il peut y avoir entre ces deux programmes et quelles sont également les différences? Je pense que le YALI, comme je l'ai dit tout au début, l'objectif, c'est de soutenir les efforts de jeunes entrepreneurs, de jeunes leaders d'Afrique subsaharienne, dans leurs efforts justement de bâtir une Afrique solide, où il y a une bonne gouvernance démocratique, où ils travaillent pour la prospérité, pour la paix, la sécurité. Et c'est un programme qui dure 6 semaines dans les institutions américaines. Et à la fin, ça culmine sur un sommet à la Maison-Blanche avec le président des États-Unis. Et puis, il y en a qui restent pour plusieurs semaines additionnelles. Et après, ils reviennent sur le continent pour impacter justement leur communauté. IVLP, c'est beaucoup plus pour des professionnels, n'est-ce pas, qui sont déjà affirmés dans leur travail et qui partent aux États-Unis pour un stage et qui rencontrent leurs homologues américains. Comme vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, vous seriez peut-être la meilleure ambassadrice pour justement. Mais tous les programmes, en fait, l'objectif est en fait le même, c'est aider, pas aider, j'aime pas le mot, j'aime le mot soutenir et accompagner les efforts de la jeunesse africaine pour justement se prendre en charge et voilà. Et depuis que vous êtes revenue, Victorine Sarr, qu'est-ce qui a changé pour vous? J'ai démarré ma société. Donc avec un financement américain? Non. Non, j'ai pas eu de financement américain. J'ai eu un non-angel investment d'un particulier, mais pas du programme en lui-même. Donc Liv Cosmetics, que j'ai créé, qui est une société de cosmétiques aujourd'hui destinée aux femmes de couleur, donc les femmes comme moi, Sarah, moi. Aujourd'hui, même les hommes, parce qu'on a sorti une gamme de soins de visage pour hommes et femmes. Donc voilà, c'est pour les personnes de couleur. Donc on a démarré avec du maquillage et aujourd'hui on fait aussi des soins de visage fabriqués made in Africa. Voilà. Okay. C'est une marque que je connais bien. Je n'ai pas voulu faire la Oui, Sarah est une consommatrice. Souvent, vous nous oubliez, nous les hommes. Hein. Nous qui est dans le monde un peu de la c'est du passé. Maintenant, les hommes sont dedans. Et c'est très bien. On a aussi de prendre soin de notre personne. Vraiment. C'est très bien ce que j'allais dire, si tu permets, Alune, c'est que généralement, dans le milieu de la cosmétique, on voit beaucoup plus de grandes marques. On en voit très peu qui nous viennent du continent et qui arrivent à s'imposer. Et Liv Cosmetics, c'est
c'est un peu partout finalement, du Ghana au Sénégal, disponible, Afrique du Sud. Et ça, c'est vraiment une fierté pour nous que ce soit porté par Victorine Sarr, qui est une compatriote. Parce que souvent aussi ces grandes marques ne tiennent pas compte aussi de certaines réalités un peu liées à notre peau aussi, donc à notre couleur de peau. Donc ce qui fait que aussi ça même ouvre la voie un peu à la dépigmentation. Et ça vraiment c'est une chose à bannir. C'est bien de voir de jeunes Africaines surtout, s'affirmer donc dans ce monde-là si concurrentiel pour le public donc afro. Ça c'est bien. Alors, mais Laurent, cette formation, est-ce qu'elle tient aussi donc compte en tout cas de certaines de nos réalités socio-culturelles quoi? Parce que bon, chaque programme forcément va récolter des critiques. Hein. Donc on se diront, en tout cas, se disent qu'il s'agit juste en tout cas d'un cheval de Troie des États-Unis pour maintenir leur influence à travers le monde. C'est un peu une stratégie assez soft, bien pensée donc par la Maison Blanche. Alors quelle serait votre réponse? Bien sûr, toute œuvre humaine est vouée à la critique. Hein. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais encore au Bénin dans un des villages du Bénin, après avoir présenté un programme de bourse à des jeunes étudiants, et un jeune homme m'avait demandé « Mais qu'est-ce que vous avez derrière la tête, là, en promouvant tous ces programmes de bourse ?» Non, comme je l'ai dit au début, YALI, c'est un programme qui célèbre l'amitié. On n'impose rien à l'autre. On n'impose rien. C'est plus entre le peuple des États-Unis et le peuple du Sénégal. Et l'Afrique, justement. Donc, c'est ce lien-là entre les peuples de ces deux pays que nous célébrons. Voyez. Donc, il n'y a aucune intention malsaine ou maligne derrière nos programmes. Par exemple, celui du YALI, justement. On ne cherche pas à maintenir les gens là-bas, tu as dit maintenir. D'ailleurs, justement, c'est parce qu'il y a des critères, on choisit. C'est pourquoi j'ai parlé du cheval de Troie. Oui. Le cheval, vous allez le laisser. Voilà. Entrer dans l'autre parcelle. Parce qu'il y a des critères. Il y a beaucoup de respect. Semez vos idées autres. Vous recevez beaucoup de demandes, donc il y a forcément des critères de choix. On choisit les meilleurs. Est-ce que l'idée, c'est pas de les maintenir là-bas? Oui, parce qu'il y a d'abord un profil. Et puis vous choisissez notre élite aussi, notre future élite. Notre actuelle élite. Voilà, non, c'est des questions que l'on se pose, donc on vous les rapporte quoi. Non, il y a deux questions en fait. Il y a la question du profil des personnes que nous recherchons, mais il y a aussi la question des critères de sélection. Pour le profil, en fait, dans ce programme, nous recherchons des jeunes gens et des jeunes femmes qualifiés qui ont démontré leur engagement dans leur communauté, qui ont démontré leur esprit de bénévolat, qui ont démontré leurs compétences en compétences sociales et de communication, et surtout des jeunes qui se sont engagés à retourner dans leur communauté. Parce que ça, c'est important. D'accord. Voyez. Donc ça, c'est le profil. Donc on cherche des gens énergiques, positifs, tolérants, voyez. Mais qui vont rentrer sur le continent pour impacter leur société. D'accord. Alors, quant aux critères de sélection, nous recherchons des jeunes gens et des jeunes femmes qui sont âgés de 25 à 35 ans, qui ne soient pas des citoyens américains ou des résidents sur le sol américain, qui ne soient pas des employés ou des familles, des membres de famille directes des employés de l'ambassade, donc encore pour justement maintenir l'intégrité et la transparence du programme. Nous recherchons des jeunes qui seront éligibles pour la bourse, pour le visa J1, mais surtout des jeunes qui pratiquent l'anglais, donc qui ont une maîtrise de la langue anglaise, donc en expression orale, l'expression écrite, la compréhension auditive, mais aussi en lecture. Et peut-être l'un des plus importants critères aussi, c'est des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, je me répète, des jeunes qui vont s'engager à retourner chez eux après cette période de formation en Amérique. Vous voyez. Et c'est ça l'objectif. Il y a l'un des critères qui exclut quand même une bonne partie, en tout cas, de la jeunesse africaine, donc la langue. Pourquoi forcément un jeune qui doit parler et comprendre l'anglais? Je sais pas. Je pense que ce qui ferait le charme de ce projet, c'est de porter votre choix sur un jeune, par exemple, porteur d'un excellent projet, reconnu par toute sa communauté, qui, même s'il ne parle pas anglais, ce séjour lui permettra un peu de le booster et qu'il soit véritablement aussi un levier, en tout cas, sur qui on pourrait compter dans le cadre des relations futures entre son pays d'origine et les États-Unis. Mais en mettant sur pied, en mettant l'accent
l'accent sur ce critère-là, je pense que vous privez en tout cas de pas mal de jeunes qui auraient pu faire vraiment aussi ce programme. Quoi. Je pense que ça, c'est à corriger. Ça, c'est mon avis. Hein. Oui, non, je partage ton avis sur cette question aussi. Bon. On est au Sénégal, donc dans un pays francophone. Par exemple, au Sénégal, il y a tellement de jeunes porteurs de projets. Oui, brillants. Ils ne peuvent pas faire leur laïus en anglais. Ça va être compliqué pour eux. Vous avez raison. Ouais. Et je vais répondre justement à votre remarque. Et après, je laisserai Victorine en parler. Je ne vais pas monopoliser la parole. Nous offrons ces programmes, mais en même temps, nous offrons des cours d'anglais gratuitement. OK. Donc, au sein de l'ambassade, il y a des cours d'anglais gratuits. Gratuits. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes sélectionné, vous pouvez... Non. N'importe quel jeune. N'importe quel jeune qui veut prendre des cours d'anglais, donc il y a des... Il y a des cours d'anglais. Au moment où je vous parle, nous avons repris. Pendant le Covid, on avait arrêté. Mais là, on vient de reprendre il y a 3 semaines. Et c'est des jeunes gens et des jeunes femmes qui viennent, des jeunes professionnels, qui apprennent l'anglais à l'ambassade, gratuitement. Ça ne résout pas le problème d'Alioune Badara. Non, de toute façon, moi, j'ai été exclu. Mais en même temps... il n'y a pas de souci. Mais pour le IVLP... Plusieurs critères, mon cher. Mais pour le IVLP, le français n'est pas... L'anglais, le français ne serait pas un handicap. Non, il n'y a pas de souci. Je parle surtout pour mes jeunes frères. Il n'y a pas de souci. Je suis bien ici. Il a plus de 35 ans. Mais je pense je suis exclu par l'ADER, je suis exclu par le programme Yali Graoul, il n'y a pas de souci. Pas de problème. Alors, ok, d'accord. Terminez votre argumentaire. Ensuite, Victorine va y aller. Allez-y rapidement. Il n'avait pas fini. Je voulais juste juste dire qu'en même temps, en fait, l'anglais est en train de devenir la lingua franca. Il faut qu'on l'accepte. C'est la langue des affaires, c'est la langue... c'est la langue du dialogue, c'est la langue des affaires aujourd'hui. Et si nous voulons parler d'intégration africaine, c'est la clé du monde, quoi. N'est-ce pas? Il faut absolument que nous nous investissions dans ce domaine-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'apprendre l'anglais qu'il l'était il y a peut-être 10 ans. Exactement. Voilà, donc... Mais vous comprenez notre attachement à la langue française aussi. Merci. Mais c'est une belle langue. Merci. Non, mais moi, je suis même pour l'introduction de l'anglais dès le primaire, pour que le jeune Sénégalais puisse être précocement bilingue, quoi. Pour moi, ça, c'est absolument. On doit le faire. C'est sûr. En tout cas, le monde d'aujourd'hui nous l'impose. Alors, Victorine, à votre retour, vous avez été choisie comme marraine, en tout cas pour, disons, être un peu dans le mentorat de pas mal aussi de bénéficiaires africains. Comment cela s'est passé sur le plan culturel? Est-ce qu'il n'y a pas eu un certain choc entre vous et ces jeunes-là originaires d'autres pays? Comment vous avez su gérer tout cela? C'était difficile. Donc, juste après le programme, il y a ce qu'on appelle le Regional Advisory Board. Donc, c'est une sorte de... c'est des élections politiques. Donc, j'ai fait de la politique dans mon pays pour qu'ils m'élisent au Sénégal, parce qu'il y avait de la compétition au Sénégal. Ouais. Et après, du Sénégal aussi, démarcher les autres Africains. Parce qu'en fait, j'étais en charge de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc, c'était 220 fellows. Et donc, j'étais la présidente, la première femme présidente de ce bureau pendant 1 an. Et puis, on représentait tous les fellows de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Pour parler justement de ce programme et le porter un peu plus haut. Donc j'ai fait ça 1 an, juste après le Mandela Washington Fellowship. Et donc après ça, j'avais déjà démarré ma société, donc les opérations avaient démarré. Donc on avait démarré au Sénégal, après en Afrique du Sud, maintenant au Ghana. On est aussi en France, je ne vais pas faire tout le truc, mais voilà, c'est un programme qui m'a ouvert beaucoup de portes aujourd'hui. Donc je ne peux que ne parler que du bien de ce programme, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez des propositions à faire à l'ambassade ou aux États-Unis globalement pour améliorer ce programme, pour que ça réponde beaucoup plus aux attentes des peuples ou des jeunes africains? Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà beaucoup d'options. À part le Mandela Washington Fellowship, comme on en parlait tout à l'heure, il y a les Regional Centers. Basé à Dakar, à Accra même il y en a un, il y en a à Nairobi et il y en a aussi Johannesburg. Oui, en Afrique du Sud. Voilà. Donc je pense que ces centres sont beaucoup plus proches de la jeunesse sur le terrain et je pense que ça répond à la question. C'est des jeunes qui sont vraiment sur le terrain avec des projets qui impactent leur environnement direct. Et
voilà, je pense que c'est une idée fabuleuse. Et il y a aussi le Yali Network, donc qui est un réseau du même programme et qui en ligne, donc des gens qui ne peuvent pas être en présentiel dans ces centres peuvent aussi faire partie de ce réseau et bénéficier de formations, de certifications, de choses comme ça. Est-ce qu'il vous accompagne dans la levée de fonds pour concrétiser vos projets? Après avoir fait de vous des leaders, des entrepreneurs, parfois se pose la question du financement des projets. Est-ce que les États-Unis vous accompagnent dans ce sens? Oui, parce qu'il y a beaucoup de grants qui sont décernés par USAIDF. Voilà, qui donne des grants aux fellows, aux alumni qui ont des projets. Comment? Des subventions. Voilà, subventions. Ah, d'accord. C'est plus clair. Voilà, des subventions aux jeunes qui ont des projets. Et je connais pas mal de jeunes qui ont eu... Exactement. Mais merci beaucoup Victorine pour cette première partie consacrée au programme Yali dont vous êtes l'une des bénéficiaires. Merci aussi à Laurent. Bien sûr. Mais restez sur ce plateau. Vous êtes encore avec nous. Donc jusqu'à 8h. Nous sommes là. On reviendra sur les autres aspects de ce programme. Absolument. D'autres questions? Restez avec nous. Moi, c'était juste pour saluer Kiné Diakhaté et Oumar Ouatt de l'ambassade. Oui, invité du jour, Victorine Sarr et Laurent Louboulou. Je rappelle que nous parlons justement du programme Yali avec eux. Des perspectives peut-être, mais aussi une belle histoire de rencontre, le Yali, pour Victorine Sarr, n'est-ce pas? Pourquoi parler de ça? Parce que c'est bien, on célèbre le panafricanisme, on célèbre notre identité aussi. Le Yali, c'est vrai, il faut le dire. On ne part pas au Yali pour rencontrer son âme sœur, quand même. Mais c'est des choses qui arrivent. Quand même, mais ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, j'ai rencontré mon mari dans le programme, il est ghanéen. Il y a participé. Ça, c'est bien. Et c'est c'est l'Afrique qui gagne au final. On en parlait tout à l'heure, le programme, c'est au-delà des États-Unis. On est parti là-bas, on a découvert l'Afrique. Parce qu'on n'a pas la chance de vraiment voyager en Afrique, mais on va là-bas, on découvre des gens du Zimbabwe, du Botswana, des pays magnifiques, Mauritius, Seychelles. Et on n'a pas forcément la chance d'y aller, mais on rencontre ces gens là-bas et on en fait des amis. Aujourd'hui, je peux aller n'importe où en Afrique et j'ai des amis dans tous ces pays-là. Et même au niveau business, ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir étendre mon business. Aujourd'hui, j'ai au moins une personne de confiance qui peut m'aider à implanter la société dans chacun de ces pays-là. C'est très bien. C'est très bien. Sur les perspectives, pour Laurent, de ce programme, sur les futures orientations, donc du programme Yali, est-ce qu'il y a aujourd'hui un dispositif, en tout cas, que les États-Unis voudraient bien aussi enclencher pour que ce programme puisse être beaucoup plus opérationnel? Non, je pense que c'est un programme qui bat de l'aile et nous allons continuer justement à le soutenir, à le promouvoir autant que nous le pouvons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis sur le plateau aujourd'hui, pour que nous puissions toucher le plus de monde possible, pas seulement à Dakar, mais à travers le Sénégal et dans la région, si possible. Parce que ce programme, comme on vient de le dire, change des vies, en fait. Et je voudrais terminer sur si j'ai une minute, sur il est 59, deux exemples de gens qui ont vraiment, dont la vie a été transformée, n'est-ce pas? Une styliste, Célie Rabican, par exemple, n'est-ce pas, qui est allée en 2015. Qui a fait ma promotion. Justement. Ça, je ne savais pas. Et l'année d'après, donc grâce à la visibilité que ce programme lui a donnée, grâce aux compétences qu'elle a acquises là-bas, l'année d'après, Beyoncé, la reine du hip-hop américain, a porté un costume. Tenue Célie Rabican. Justement. C'est vrai. Voyez. C'est un motif de fierté. Ça, c'est vraiment un motif de fierté. Il y a encore quelqu'un d'autre, Milkos de Niofar, par exemple, qui fait des baskets. dont Alicia Keys a porté ses baskets, n'est-ce pas, juste quelques temps après qu'il ait participé au programme Mandela Washington. Je pense que voilà, donc c'est un programme qui donne de la visibilité et qui surtout unit les Africains ensemble. C'est très important. Voilà, merci beaucoup. Merci à Nafi Saher qui donne aussi de la visibilité à nos artisans.
Ah oui, Ah oui, c'est vrai, Oui, tu l'as dit aussi, elle travaille vous pour voyez. Ikea. Mikos Nafisa nous l'avait présenté aussi. C'est vraiment la chronique tendance qui met en lumière tout ce qui se fait de bien chez nos artistes et chez nos artisans. Merci beaucoup, Laurent Louboulou. Merci. Pensez à un programme pour les plus de 35 ans aussi. Ce serait bien pour impacter plus de gens. Ce ne serait pas le Mandela Washington Fellowship, mais un autre programme. Pour notre ami pourquoi pas. Tafa, C'est ça. tellement entrepreneur. Oui, il y a plein il a d'autres jeunes tellement de Africains projets. aussi. Parce que 35 ans jusqu'à 40 ans, en Le vrai Afrique, on est gourou, jeune. quoi. Hein. Oui, Et donc, il y a des 40 ans. possibilités. C'est Il ça, l'a jamais. jusqu'à 40 ans, pourquoi pas. c'est noté. Merci. Victorine, Merci Sarah, merci à tout le monde. nos amitiés un plaisir. à monsieur depuis Accra beaucoup. au Ghana et au bébé Yali finalement. Baby Ali. Bébé Yali. Merci à Lune, merci en tout cas. Tafa. C'est Merci. fini pour ce Merci. matin. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés avec bien sûr à la